Bonsoir à tous et à la une du JT. Ce soir, adieu le billet de 500 €, peu utilisé au quotidien mais favorisant la circulation d'argent sale. Le billet violet n'est désormais plus imprimé. S'il ne devrait pas manquer aux Alsaciens, il est plus courant en Allemagne où l'espèce reste le moyen de paiement privilégié. Lire une image, appréhender un film, ça s'apprend. Et une structure, Récit pour Réseau Est, Cinéma, Images et Transmission s'y emploie dans la région. Et puis 16 000 collégiens et lycéens alsaciens ont planché sur les mêmes exercices de maths ce matin. C'est l'opération Mathématiques sans frontières qui célébrait ses 30 ans. On n'en voit pas souvent la couleur, mais les billets violets vont progressivement disparaître des portefeuilles. Depuis hier, 17 banques nationales de la zone euro ont cessé d'émettre les billets de 500 €. Si pour les Alsaciens, rien ne devrait vraiment changer, les Allemands restent attachés au paiement en espèces. Camille Roland et Adeline Piron. C'est un billet qui ne passe pas inaperçu. Mais pourtant, sa disparition ne bouleverse pas les Strasbourgeois. Depuis hier, le billet de 500 € n'est plus imprimé. Il est toujours possible de l'échanger et de l'utiliser, à condition d'en avoir dans son porte-monnaie. C'est quand même beaucoup d'argent si vous faites la conversion. Je sais qu'il ne faut plus, mais je suis de la génération où j'ai connu les francs. J'ai travaillé 39 ans dans un commerce. Bon, à partir du moment où il y a eu l'euro, je ne sais pas si j'en ai vu passer 10, des billets de 500. On peut toujours payer avec des billets de 50 ou des billets de 100, non ? Donc non, je ne sais pas, je ne comprends pas trop. Ou ça fait, en fait, je veux dire, peut-être pour un commerçant, ça lui fait perdre toute sa monnaie de sa caisse s'il doit rendre l'argent, mais sinon, je trouve que ça tient moins de place un billet de 500 que des billets de 50, quoi. Ici, je n'utilise pas. Parce que de toute façon, ils ne prennent même pas. Déjà, le billet de 200, ils n'acceptent pas. En pensant que c'est un faux, voilà, après moi, personnellement, je paye à carte ou bien ici ou bien en liquide, ça dépend. Avec un billet de 500, non, je ne me balade pas avec. Certains commerçants craignent en revanche que ce changement déroute une partie de la clientèle internationale. Ça va changer beaucoup de choses. On a pas mal de touristes étrangers qui payent souvent en espèces. Donc ça va être assez difficile pour eux de régler en espèces en boutique, de retirer déjà. D'autant plus que, par exemple, pour faire l'échange de leur monnaie contre l'euro, c'est aussi devenu très très compliqué sur Strasbourg. Et donc c'est pas que les touristes de Russie ou de pays lointains, même les Allemands qui ont l'habitude de payer en espèces seront, je pense, pénalisés. Et ils vont se tourner vers les commerces où ils pourront payer en espèces ou partir vers les pays, Allemagne ou Autriche, qui tardent à supprimer le billet des 500, à faire leurs achats là-bas. Autre pays, autre mœurs. De l'autre côté du Rhin, payer en espèces est beaucoup plus fréquent, y compris pour des grosses sommes. Même si la tendance va vers le paiement dématérialisé, ce garagiste va encore passer quelques grosses coupures. Im Alltag nicht unbedingt. Klar, wenn es höhere Summen geht, war der 500-Euro-Schein praktisch, gerade wenn ein Fahrzeug hier im Autohaus in bar bezahlt wird. Dann ist natürlich die Menge an Geld nicht so groß, weil die Scheine größer sind. Aber der Fall, dass ein Fahrzeug bar bezahlt wird, wird immer geringer aufgrund der heutzutage schnell möglichen Überweisungen oder auch der EC-Kartenzahlung. Von dem her gibt es da keine Probleme, dass der 500-Euro-Schein abgeschafft wird. Es sind vermehrt eher die älteren Leute, die es gewohnt sind, von früher noch alles im Bar zu bezahlen. Les Allemands bénéficient d'un sursis. Ici, le billet sera encore imprimé pendant 3 mois. Mais cela ne devrait pas trop changer leur quotidien. 500-Euro-Scheines habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Es betrifft mich eigentlich nicht so viel, so ein großer Betrag hebe ich meistens gar nicht ab. Wenn es jemand nützt, ist es vielleicht ein bisschen doof, aber wenn man es nicht nützt, ist es okay. Ich zahle gern mit Bargeld, aber mit kleineren Scheinen. Also nicht mit 500, sondern 200, 100 und vor allem mit 50-Euro-Scheinen. Aber nicht über 1000. Bei großen Summen alles per Internet oder Überweisung. Ich bräuchte jetzt keinen 500-Euro-Schein. Mir sind die kleinen Scheine ehrlich gesagt lieber als die großen. Weil viele Geschäfte nehmen eben die 500-Euro-Scheine auch nicht so gerne an. Also gerade so diese kleinen Geschäfte hier. Même si la tendance est au sans contact, les autres billets ne devraient pas disparaître de sitôt. Les billets de 100 et 200 € bénéficieront d'un lifting en mai prochain. Les mathématiques peuvent être un jeu, c'est le postulat de la compétition Mathématiques sans frontières. Organisée simultanément dans une quinzaine de pays, elle fête cette année ses 30 ans. En Alsace, 16 000 collégiens et lycéens de 3e et seconde se sont frottés à l'exercice ce matin. Reportage au collège Romain Roland d'Erstein, Cécile Motz.
Les tables sont réorganisées, les groupes formés, le concours peut commencer et le ton est donné. Je vous rappelle que vous avez droit aux calculatrices, instruments de géométrie, feuilles de brouillon, dictionnaire, manuel de mathématiques. Calculer la dépense de canettes, trouver l'aire des faces d'un tétraèdre, mais aussi réaliser un exercice en langue étrangère. En 90 minutes, 10 problèmes doivent être résolus. C'est un des principes du concours Mathématiques sans frontières. Mais il a plusieurs objectifs. On propose une série d'exercices ludiques, de difficultés variées, de genres variés, donc chaque élève peut y trouver du plaisir. C'est aussi pour développer le goût de la recherche, puisque les exercices sont choisis de telle manière à favoriser la prise d'initiative et l'envie de chercher en mathématiques. Ça permet de sortir un petit peu du train-train quotidien. Et de toute façon, dans notre enseignement aujourd'hui de tous les jours, on essaye de plus en plus de proposer des exercices avec des prises d'initiative, c'est dans les nouveaux programmes. Donc ça correspond vraiment à ce qu'on cherche à faire maintenant pour les élèves. Les mathématiques ont parfois mauvaise réputation, ce type de concours permet aussi de rendre cette matière plus abordable. L'objectif, c'est vraiment de dédramatiser les mathématiques, parce que c'est vrai que ça reste quand même une matière qui, encore pour beaucoup d'élèves, impressionne. Et là, c'est une façon d'aborder des exercices de mathématiques d'une façon beaucoup plus ludique, ça les met en confiance. Et pour une fois, les 24 élèves de cette classe de 3e n'étaient pas seuls face à leur feuille blanche. Des exercices qui étaient assez faciles et d'autres beaucoup plus compliqués, où il y avait un peu des questions pièges à des endroits. Ouais, ça reste des maths, mais franchement c'est toujours bien de travailler en groupe et de s'entraider. On peut tous s'aider, on peut parler. C'est différent que les vraies épreuves par exemple, où on ne peut pas parler, on ne peut pas s'aider. Est-ce que l'entraide payera ? Réponse le 16 mai. À la clé calculatrice, sortie acrobranche ou encore bowling. Les 3e Inderstein espèrent bien arriver en tête, mais ils ont face à eux 165 classes. Et en attendant les résultats, le concours continue. Le 7 février, 6e et CM2 tenteront leur chance face au problème de Mathématiques sans frontières junior, qui fêtera également sa 30e édition. Comment développer le cinéma à l'échelle régionale, sa diffusion, mais surtout aussi sa compréhension. C'est une des missions de Récit, une structure qui regroupe des professionnels du secteur autour des questions notamment d'éducation à l'image. Fanny Kunz. Avec la multiplication des écrans dans notre société, savoir comprendre et interpréter le sens des images est devenu indispensable. Le Récit, Réseau Est Cinéma Images et Transmission, coordonne des rencontres nommées passeurs d'images. Ce dispositif permet de mettre en relation des professionnels avec des acteurs du territoire qui éduquent la population à l'image. Au vaisseau, c'est aujourd'hui l'heure de partager des connaissances, table ronde, ateliers pratiques et découvertes, tout un programme pour déployer l'éducation aux images sur le territoire. L'éducation aux images, c'est déjà savoir où est la source. Qui a créé l'image, pour quelles raisons, qu'est-ce que l'image signifie. C'est pas parce que l'image existe qu'elle dit la vérité. Donc l'apprentissage, c'est alerter les gens pour leur dire que tout se fabrique, que s'il y a un son dans un film, s'il y a une image, elle est là pour dire quelque chose. Donc aujourd'hui, c'est donner des outils aux gens qui encadrent les publics. Donc on parle des enseignants, mais aussi on parle des animateurs socioculturels, on parle des encadrants des publics. Donc eux qui sont notre génération, on leur apprend à qu'est-ce que c'est que l'éducation aux images pour qu'eux puissent en parler avec les publics les plus jeunes et les alerter sur la dangerosité d'être en permanence sur les écrans et de croire tout ce qu'on voit. Michel Cordina est réalisateur. Il est venu partager son expérience de formateur puisqu'il éduque également les enfants à l'image. Les ateliers pratiques proposés par le Récit étaient l'occasion pour lui d'approfondir et développer ses compétences. En tant qu'intervenant, c'est important, hein. Et en tant que réalisateur, dans notre métier de fiction aussi ou de documentaire, c'est important de dire aux jeunes, moi j'ai cadré cette personne dans telle situation, et ça ne veut pas dire la même chose que si je l'avais cadré comme ça, en plongée, en contre-plongée, enfin voilà. Donc c'est très important d'éduquer à l'image, que ce soit les adultes ou les enfants, pour que plus tard dans la société, ils puissent s'en rendre compte et commencer à réfléchir par eux-mêmes s'ils ne l'ont jamais fait. Le Récit organise régulièrement des ateliers de pratique et de sensibilisation pour des publics différents, un moyen d'aider au développement de projets d'éducation audiovisuelle sur le territoire du Grand Est. L'inventeur de la gastronomie moléculaire, Hervé Thies, partage son temps entre Paris et l'Alsace. Nous l'avons rencontré dans son laboratoire à l'Agro Paris Tech, où il travaille à la fois comme chercheur et professeur. Nora Boiriois.
Sa cuisine est un véritable laboratoire. À l'origine du mouvement de gastronomie moléculaire, Hervétis traque depuis des années la moindre évaporation, mesure le plus petit changement de masse de couleur. En clair, il met la science et la chimie au service du goût et de la gastronomie. D'ici, je pilote des séminaires mensuels, c'est-à-dire que tous les mois, depuis maintenant 18 ans, on prend un dicton culinaire, par exemple... vous voyez, vous voulez faire une friture d'herbe, vous prenez une feuille de basilic, vous voulez la frire. Souvent, on la trempe dans du lait avant de la tremper dans la farine et de la frire. Pourquoi du lait et pas de l'eau? Alors, à mon séminaire, on va expérimentalement tester avec du lait et de l'eau, par exemple. Physicien et chimiste à l'AgroParisTech, Hervétis est aussi directeur scientifique de la Fondation Sciences et Culture Alimentaire. 9 pôles régionaux existent dont un en Alsace depuis 2016, une fierté pour cet Alsacien. Par exemple, il y a eu un colloque sur le vin à Colmar, et puis là, il va y avoir une journée sur l'alimentation et santé à Strasbourg, et puis à Mulhouse, il y aura encore quelque chose. Donc le but de ce pôle, c'est d'animer toute la région autour de l'aliment. Il faut réfléchir ensemble sur comment est-ce qu'on peut faire mieux demain autour de l'aliment. Après avoir publié son dernier ouvrage Le terroir à toutes les sauces, Hervétis change de sujet et travaille en ce moment sur Siegfried, le héros légendaire de la mythologie nordique. Selon ses recherches, il serait né en Alsace. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et place à l'image du jour d'Oliviane. Nous vous l'avons présenté en décembre dernier sur Alsace 20. Les boules à Marcel est une création 100% alsacienne, une piste de pétanque éphémère pour créer des animations où vous voulez. Il y a même le diffuseur d'odeur de lavande et le bruit des grillons. Et les boules à Marcel a bénéficié ce week-end d'un coup de buzz incroyable. Regardez Frédéric Bierry, le président du Bas-Rhin, qui réalise le coup parfait à sa première tentative. Bel entraînement pour celui qui veut rapprocher le Haut et le Bas-Rhin.